Bonjour et bienvenue à Plus de Millage. Aujourd'hui, on va tester le Mazda MX-30. On va faire de quoi de différent? On va faire le défi 250 km. Pourquoi 250 km? C'est un véhicule qui a beaucoup moins d'autonomie. En fait, c'est le véhicule qui a le moins d'autonomie de par sa cote NRCan à 161 km. Donc, je trouvais que ça serait peut-être intéressant aujourd'hui de développer un test spécialement pour les véhicules urbains faible autonomie, notamment celui-ci, Fiat 500e qui s'en vient, la Mini SE, la Mini qui est électrique. On va établir des nouveaux paramètres et aussi les améliorations qu'on va faire ici vont s'ajouter au défi 500 km qu'on peaufine toujours avec le temps. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série, défi 250 km. Allons-y. Bon, nous voici maintenant dans le MX-30. On charge sur une borne de niveau 2, juste là. Ah, la voilà. 6, hein, mettons, on zoom. Là, j'ai une toute nouvelle caméra Sony, je suis vraiment content. 86 ouh, 127 km. Là, regardez, vous voyez, hein, c'est marqué 2h20 ici avant la recharge. Pensez-y, là, une batterie de 35,5 kWh à 86 sur une borne de niveau 2 de 7 kW, ça prendrait 2h20 chargée. Je trouve ça assez capoté. On a aussi notre petit car scanner ici. C'est les 3 informations qui sont pertinentes. Il n'y a pas grand-chose ici. Mais bon, OK. La route d'aujourd'hui, ça va être très, très différent du défi 500 km parce qu'en réalité, ce n'est pas le défi 500 km du tout. C'est le défi 250 km en officiel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au Chute du Niagara. Donc, on va partir de Toronto. On va prendre l'autoroute qui longe le lac Ontario. Puis juste en bas ici, j'ai déjà un arrêt. Évidemment, c'est pas tactile, hein, les Mazda. J'ai un arrêt là, déjà de pointer chez Electrify Canada. Ben oui, Electrify Canada encore, mais c'est le réseau qu'il y a en Ontario qui est bien situé, proche des sorties. C'est juste plus convivial pour moi. Puis après ça, on va continuer. Puis on va se rendre ici, là, juste à Niagara Falls. Dans le fond, c'est pas compliqué. On va se rendre devant les chutes, puis on va rebrousser chemin. Puis ensuite, dans le fond, là, on a un arrêt de recharge là, qui va se faire à peu près ici. Puis on retourne vers Toronto. Puis 250 km va être fait juste ici, là, à l'embranchement de ces 2 autoroutes-là. Il y a une autre borne 50 kW dans un stationnement à Canadian Tire. Tu sais, je veux vraiment avoir, mettons, en condition extra-urbaine, ça fait quoi le MX-30? Parce qu'à date, ce que j'ai fait, le véhicule est relativement efficace en kWh par 100 km. Donc, j'ai comme l'impression que si on se contrôle, on devrait faire de quoi d'appréciable, peut-être même. Ça devrait pas être si pire que ça. Là. Je dis pas que c'est un véhicule que 160 km, c'est en masse pour tout le monde, là, pas du tout. Mais je pense que ça sera pas trop compliqué faire 250 km aujourd'hui. Évidemment, le temps, là, j'ai mis ça dans A Better Route Planner, puis ça me disait 4 heures qu'il fallait tout ça, mais là, je suis commencé à 100 Mais là, je me rendrai jamais à 100 Ce que je pense qu'on va faire, c'est que dans le fond, là, je vais le charger là, le plus haut que je peux là, en me préparant. Là, on va probablement être autour de 90 Puis on va partir. Parce que dans le fond, l'itinéraire que j'ai pointé hier dans A Better Route Planner disait que j'allais arrêter chez Electrify Canada genre à 48 Donc en réalité, si j'étais à 90 ou 100, là, je vais arriver soit à 38 ou 48. Donc selon moi, ça ne change rien. Parce qu'on ne va pas, malheureusement, hein, parce que je pensais que sur une borne rapide, 80-100 avec une si petite batterie prendrait, mettons, 1 heure. Mais là, ça prenait 2h30. On va manquer de temps, là. Bien désolé, évidemment. Puis même sur une borne de niveau 2, c'est complètement débile. Là. Je dirais 20 de 35, là, c'est 6 kWh. Ça devrait prendre 1 heure. Puis ça prend pas 1 heure. Fait que là, mais en réalité, on va quand même exploiter là, 90 de la batterie sans problème. Puis ça devrait nous donner un résultat qui est similaire à si on serait parti à 100 de toute façon. Parce que ce que je veux tester aujourd'hui, c'est la qualité de l'information de A Better Route Planner. Lorsqu'on aura atteint le 90 là, on va quitter. Je vous afficherai l'heure de départ là, dans l'écran, mais ça va être ça aujourd'hui. Une affaire super importante aussi que je veux instaurer dans les défis 500 km, défis d'autonomie, défis 250 km, name it, c'est évidemment d'établir les paramètres et les variables du test avant le départ. Donc, on va le faire maintenant, puis on va faire ça dorénavant tout le temps. Puis, tu sais, je vais améliorer la méthode avec le temps. Première chose, la météo, on a des vents du sud, 8 km/h. Dans le fond, ça va toujours venir de l'application d'Environnement Canada sur mon téléphone. Je vais prendre la ville moyenne du trajet, puis je vais prendre les conditions. Donc, aujourd'hui, ça va être des vents du sud à 8 km/h, température allant de 5 à 8 degrés Celsius. Ça va être nuageux avec 70 d'averse. Donc, s'il pleut,
ça augmenterait pas la friction, là, mais ça va augmenter l'effort sur la route, là, la résistance au roulement. Donc, on pourrait avoir une consommation un peu plus élevée. C'est possible s'il pleut beaucoup. Ensuite, la pression des pneus a été contrôlée à 36 PSI, ce qui est l'étiquette dans la porte du véhicule. Le véhicule est en pneus d'hiver. Hein? C'est drôle, en Ontario, c'est pas obligatoire les pneus d'hiver, mais ce véhicule-là est en pneus d'hiver. La semaine passée, j'étais dans le Mercedes EQE SUV, il était en pneus d'été. Je pourrais pas rien vous dire là, pourquoi que c'est comme ça. Par contre, mes tests initiaux, 80 km/h, la consommation était relativement correcte. Donc, gardez ça quand même avec vous. On a des pneus d'hiver, donc il y a une petite affaire de plus là, de résistance au roulement. Et climatisation aujourd'hui, ce véhicule-là est équipé d'une thermopompe. Wow! Bien, on va être à 20 degrés en automatique avec le mode éco de sélectionner. On est relativement confortable en plus avec le mode éco de sélectionner, donc ça ne devrait vraiment pas être un problème. Donc, lorsque le véhicule va être à 90 %, on va partir. Comme je vous dis aujourd'hui, ça va être un résultat non officiel, défi 250 km. Puis, c'est pas un concours de vitesse, là, à une autre condition super importante aujourd'hui parce que je veux voir si c'est vraiment possible là, de faire des moyens trajets avec ce véhicule-là. Je vais m'en tenir là, à la limite de vitesse plus 5 % si ça m'intéresse de rouler à cette vitesse-là. Surtout que la moitié du trajet va se faire sur une autoroute, que la limite de vitesse permise est de 110 km/h. Donc, quand même, plus 5 % là, ça fait une vitesse relativement élevée. Donc, c'est juste que pour vous garder ces paramètres-là, là, maintenant, on va être ultra transparent. On a toujours été transparent, mais là, je pense que c'est important, là, de plus en plus de monde qui nous écoute, de mettre ça là, établi. Donc, aujourd'hui aussi, ça sert de test pour établir plein de nouvelles méthodes là, pour les défis d'autonomie, de recharge rapide de plus de millage. Donc, aujourd'hui, prenez-le un peu plus comme du divertissement et non comme un résultat officiel, puis on va tout tester. Dernière petite chose que je voulais vous montrer aussi, là. Quelque chose que j'adore, on a un indicateur de la température de la batterie analogique et aussi le niveau de la batterie analogique. Là, moi, je trouve ça vraiment cool. Là, ici, on voit. Dans le fond, coolant temp, je suppose que c'est la température du liquide de refroidissement à 23 degrés. Lorsque je me suis branché, j'étais à 10. Fait activement, ça semble chauffer. Là. Mais regardez aussi le statut de charge 85.7. On est à 89. Donc, ça fait qu'il y a comme de petits tampons. Là. Probablement le plein, là, il y a un tampon. Là. Fait que probablement quand lui affiche 100 %, il affiche 95. On va quand même partir à 90 % affiché, là, parce que c'est ça que Better Route Planner aurait dit. Ben là, on est à 35 km de parcouru, puis il nous reste 35 km à parcourir. Donc, la moitié de notre premier segment, consommation 21,6 kWh par 100 km. Better Route Planner disait, avec les conditions de la saison, on est dans un hiver particulièrement chaud, même en Ontario. Fait qu'il aurait dû penser qu'il faisait plus froid. On avait une consommation de référence à 110 km/h de 19,1 kWh par 100 km. T'as 21,4. Donc, c'est pas la même chose. Évidemment, à Better Route Planner, c'est pas 100 % parfait. Mais bon, ça donne souvent une bonne indication. Est-ce qu'on va se rendre chez Electrify Canada? Absolument, sans problème. On va arriver probablement autour de 20 %, je suppose. Il reste 35 km à faire. Peut-être un peu plus. Et là, on va recharger probablement 40 minutes. Puis après ça, on va faire le deuxième segment. Donc, on va aller directement aux chutes du Niagara. C'est super important de mentionner que des gens vont être un petit peu frustrés. Ah, il est parti à 90 %, encore une fois, le test n'est pas correct. Non, le test est correct parce que entre Electrify Canada là, et les chutes du Niagara, les bornes niveau 3, des bornes rapides, il n'y en a pas, en fait. Un autre no man's land, une ligne droite sur l'autoroute à 110 km/h là, de peut-être 40, 50, 60 km. Pas de borne rapide, donc qu'on serait parti à 100 ou qu'on serait parti à 90, on arrêtait là de toute façon. Donc, le pourcentage de batterie est non important dans le premier segment. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Comment on se sent dans le MX-30? Le siège, là, il est mince. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On s'assoit dedans, on est confortable, mais rapidement, on se rend compte que
C'est une voiture qui est relativement légère, hein? C'est une petite voiture, puis tant mieux. Mazda aime ça faire des voitures légères, hein? Un peu comme la Miata. C'est un banc qui est mince. C'est pas fait pour faire 1000 km. C'est une auto avec 160 km d'autonomie EPA. OK, ça fait un peu du sens, mais même là après, 25 minutes, 30 minutes, le siège, comment, hein? C'est pas le siège le plus confortable de la planète, donc c'est vraiment important à prendre ça en considération. Régulateur de vitesse adaptatif, ça se passe bien. Il n'y a pas de suivi de voie actif, seulement en bas de 60... Il y a un suivi de voie actif, seulement en bas de 60 km/h. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, les Mazda. Puis ça, c'est même un CX-90 tout équipé, c'est comme ça. Mais sinon, tout va bien. 91 km d'autonomie restant. On est à 64 % de batterie. Il fait 6 degrés. On va arriver chez Electrify Canada dans 20 minutes. Un Blazer EV à la borne. Wow! Bon, 70 km plus tard, on est arrivé chez Electrify Canada. Je suis arrivé à 41 %. Build Road Planner disait qu'on arrivait à 38 en partant à 100 %. On est arrivé à 41 en partant à 90. Donc, c'est quand même bien. Puis tantôt, lorsque je suis arrivé, j'avais 60 km d'autonomie restante. Donc, 130 km d'autonomie totale affichée si on prend la distance parcourue. Puis on avait 135 lorsqu'on est parti. Donc, c'est relativement précis. Regardez, on charge là, à 53, 50. Bon, fait que tout va bien. 46. OK, là, ça drop pas mal. Voyez-vous, là, j'ai dû passer le threshold, là, mais lorsque je me suis branché, j'étais à 55. On ne restera pas branché là trop longtemps. Là. Je vais regarder ma petite carte, là, Build Road Planner. Puis, dans le fond, après ça, là, on va se remettre en route. J'ai changé la limite de recharge du véhicule à 80 %. Il m'affiche que je vais être rendu à 80 % à 55, dans 55 minutes. Ce qui est complètement bizarre parce qu'en réalité, Mazda dit que dans les conditions idéales, la recharge rapide sur une borne 50 kW. Là, je suis une borne 150, là, mais évidemment, il n'y a personne. Si ça avait été plein, je ne me serais jamais connecté ici. Ça prend 40 minutes. Mais là, on affiche 55 minutes. Fait que là, c'est un petit peu débile. Mais imaginez là, les gens dans les commentaires qui m'avaient dit, avec raison, mais Alexandre, pourquoi tu ne fais pas le défi 500 km quand même avec le MX-30? Tu fais des petites recharges courtes. Regardez, à première vue, ce qu'on voit, là, c'est que ce que Mazda affiche n'est pas super vrai. Là. Puis regardez, la batterie n'est pas gelée. Là. Elle n'est peut-être pas à la moitié, elle n'est peut-être pas brûlante, mais pour charger à 18 kW, c'est ordinaire pas mal. Là. Bon, là, j'ai déterminé où est-ce qu'on va arriver. Je vais vous mettre mon écran de téléphone juste là. Regardez, là, on est en train de recharger chez Electrify Canada à Hamilton. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur l'autoroute. Voyez-vous la grande ligne droite? Là, ça, c'est l'autoroute que je vous dis que la limite de vitesse est à 110 km/h. Puis là, on est sur le bord du lac Ontario, donc les vents pourraient être différents. Donc, la consommation pourrait être plus élevée. C'est très possible. Puis après ça, comme je vous dis, on va se rendre à Niagara Falls. On va juste, tu sais, en réalité, c'est comme un point de jalonnement. On arrive au chat du Niagara, on tourne de bord, puis après ça, on retourne vers Toronto. Puis, dans le fond, dans le plan initial, j'arrêtais chez ChargePoint, une borne 200 kW. Évidemment, je ne charge pas vite, puis c'est logique. Puis, c'est une borne qui a un seul port. Fait que je ne voudrais pas bloquer une borne 200 kW pour quelqu'un. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chemin un peu différent. On va aller ici, je crois, c'est ça. Il y a des bornes de 50 kW flow, circuit électrique, peu importe, proche d'un Canadian Tower à Niagara Falls. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. On va aller là quand on va rebrousser chemin. Mais là, ce que je vais juste vous montrer, c'est qu'on me demande de charger jusqu'à 59 % pour arriver à 10 % à Niagara Falls. Je vais me laisser un autre tampon de 5 % pour me rendre au chargeur flow. Donc, on va monter à 65 essentiellement, à peu près. Donc, ça devrait être dans pas trop longtemps. On était à 58, là, statut de charge, là. La voiture. Puis la voiture charge à 16 kW. Donc, courbe de recharge, c'est pas très extra ici. Est-ce que la batterie est froide? Ça se peut, mais par contre, le véhicule, hein, dans ses options, la thermorégulation automatique est activée. Là. Il y a une option directement là, dans le tableau de bord. Là. Est automatique, ça dit que ça va chauffer la batterie pour augmenter les performances de recharge rapide. Ça, c'est activé. Mais avec le Car Scanner, je n'ai pas d'infos. Donc, on est reparti. On a chargé de 42 % à 65 %. Maintenant, on a 94 km d'affiché. Ça a coûté 4,43 $. Wow! Enfin, une recharge rapide qui ne coûte pas cher. Puis ça a duré 20 minutes. Particulier ici, la grosse affaire que je suis déçu, c'est que le temps de recharge rapide que Mazda donne, c'est probablement qu'une batterie plus chaude que ça. Puis il ne semble pas dans ce véhicule, si je
Parce qu'en réalité, j'ai pas l'information, puis je l'ai pas trouvé. Il semble pas avoir thermorégulation vraiment performante ici parce que j'ai rien entendu, j'ai pas entendu la thermopompe démarrer, j'ai rien vu. Mon indicateur là, qui parle de la température du glycol n'a pas nécessairement monté durant la recharge, donc c'est pas clair ici. Est-ce que c'est vraiment thermorégulation pour pas que la batterie soit froide, genre sous 0 degré Celsius, puis que passer ça, dans le fond, c'est arrange-toi? C'est possible. Dans les commentaires, vous me donnerez l'information si vous avez un MX-30 puis vous avez fait l'expérience de ça. Parce que là, ici, là, j'ai pas l'info. Puis même dans la documentation de Mazda, qui est toujours très, très complète, il n'en parle pas. Mais bon, on a 69 km à parcourir, on a 93 km d'affiché, mais on embarque là, sur la section à 110 km/h. Donc, quand même, la consommation, qui est présentement à 20,3, va probablement augmenter. Bon, le soleil est levé, on est dans la section à 110 km/h. La consommation est en train d'augmenter un peu, c'est un peu logique. Là, ça tourne autour de... En ce moment, on m'affiche 21,6 dans le tableau d'efficacité du véhicule, mais ma moyenne est à 20,5 depuis le départ. Mais c'est plus élevé. Niveau sonore dans le véhicule, très bon. Vraiment, on entend le silement du moteur électrique à l'intérieur du véhicule. On est quand même à 110 km/h. Je vous dirais, là, pare-brise, les deux fenêtres passagers, bien insonorisées. Le son que j'entends est à l'arrière. Donc, probablement que c'est insonorisé à l'avant, pas à l'arrière, mais c'est vraiment bien. On est à 110 km/h là, maintenant, là, à la limite de vitesse. 20 minutes rechargé pour mettre 23 % de batterie, c'est un peu débile, selon moi. Tu sais, chargé à 18 kW, là, l'indicateur de température de batterie est plus haut que tantôt. Fait que là, la batterie a l'air de se réchauffer tranquillement, pas vite. Là, ce que j'espère, c'est que la deuxième recharge va être un vrai 40 minutes. Ça va être intéressant de voir ça. Mais je suis un peu déçu. Là. C'est une petite batterie, c'est pas dur à chauffer. Il y a moyen... Sur des petites batteries comme ça, des véhicules avec peu d'autonomie, tu veux, ça sert à rien d'avoir une recharge rapide en 20 minutes, OK, ultra rapide. On s'entend là-dessus. Mais moi, je m'attendais là, à des températures ambiantes comme on était, avec la batterie qui n'était pas nécessairement très froide, de me brancher à 40 % puis quand même de continuer de charger à 50 kW pour justement charger pendant 6-7 minutes. T'sais. Mais bon, hein, c'était peut-être de la pensée magique, mais évidemment, c'est ça le but de ces tests-là. On apprend, hein, vous comprenez? Puis en plus, aujourd'hui, c'est encore plus le fun, c'est pas un test officiel. Donc là, c'est encore beaucoup moins stressant pour moi. En fait, c'est quasiment plus divertissant. Parce qu'en réalité, le résultat n'est pas officiel. On est en train de développer des nouvelles techniques. On est en train de développer peut-être le défi 250 km pour les voitures à faible autonomie. Tu sais, par exemple, la Fiat 500e, parfait pour le test le défi 250 km. La Mini électrique, la Mini SE, je crois, parfait aussi. Donc, tu sais, 500 km les autos avec 400 km plus, là, parfait. Puis pour les autos avec moins d'autonomie, 250 km, c'est parfait, parce que je pense aussi que la vocation des véhicules à faible autonomie, bien c'est ça. Qui va se faire une journée de 1200 km en Mazda MX-30? Il n'y a personne qui va faire ça. Le Mazda MX-30, son environnement naturel, c'est la ville, la banlieue, puis c'est selon moi, un deuxième véhicule. Puis les gens qui ont ça comme véhicule principal, c'est correct, mais c'est des gens qui ont des besoins complètement différents de ceux qui disent absolument, ça me prend l'autonomie, la recharge rapide, puis tout. Puis moi, je suis dans le deuxième camp. Mais le premier camp est correct, hein? On peut pas... Fait qu'il faut évaluer ça de cette façon-là. Puis le pire, c'est que j'avais dit à Mazda, je vais faire une revue urbaine. Puis c'était ça mon but au début, hein? Mais lorsque j'ai parcouru le 40 km entre l'endroit où on récupère les véhicules Mazda à Toronto et la maison, évidemment, la circulation était dense, mais je m'étais dit, tu sais, puis il faisait quand même froid, il faisait moins 2. Puis j'ai fait genre 13 kWh par 100 km à, mettons, 40 km/h de vitesse moyenne. Là, j'étais là. C'est donc bien efficace. Et là, ça m'avait donné l'impression que faudrait que je fasse de l'autoroute un peu puis de la distance. Je veux voir si c'est réellement efficace à plus haute vitesse ou si c'est vraiment à très basse vitesse, c'est très efficace. À première vue, à 20,7 kWh par 100 km, là, elle se stabilise, la consommation.
C'est pas super gourmand, mais tu sais, pour une batterie de 35 kWh, effectivement, 150 km max, hein, on s'entend. Mais si vous utilisez la voiture en ville, sur les boulevards, si vous utilisez la voiture dans un environnement où la limite de vitesse est sous 90 km/h, cette voiture-là fait plus que 160 km. Elle peut faire 200, 220, 230, 240, là, selon moi, facile. Ça veut dire que votre voiture, vous n'êtes pas obligé de la brancher à tous les jours, même si elle a 160 km d'autonomie EPA. T'sais. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Donc, on va faire la petite mise à jour. 49 de statut de charge de batterie, 69 km restants. On arrive dans 47 km au point de retournement qui est les chutes du Niagara. Bon, on est aux chutes du Niagara, hein, aux chutes Niagara. Évidemment, la météo est c'est très nuageux, il pleut, donc on voit rien. Donc, malheureusement, mais oui, les chutes du Niagara sont juste à votre gauche ici. Là, on voit toute la brume qui lève. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est rebrousser chemin, faire un virage en U, puis après ça, on va se diriger vers la borne Flow qui est à Niagara, là, à peut-être 5-6 km d'ici. 12 de statut de charge affiché, 17 km restants. Mais Car Scanner me dit qu'il me reste 20 dans la batterie. Donc, il n'y en a pas de problème. On se revoit à la borne de recharge. Bon, on est à la borne de recharge, le Flow. On s'est branché à 5 mais là, j'ai essayé de trouver, est-ce qu'on peut voir la puissance de recharge dans le véhicule? Nulle part. J'ai essayé de faire des passe-passe, il n'y a rien. Donc, mais regardez, là, 12 regardez dans Car Scanner, 20,7. Fait qu'en réalité, là, il y a énormément de tampons sur cette batterie-là. C'est quand même le fun, hein, pour une petite autonomie. Puis, voyez-vous, là, depuis qu'on est parti, on a fait 146 km. Mais on a utilisé 113 de la batterie parce on est parti à 90, on a remis 23 puis là, on est à 5 Comprenez, là? En réalité, là, le point que j'essaie de faire ici, c'est que 130 km d'autoroute à la limite de vitesse, 100 km/h, 110 km/h, ça se fait. Donc, oui, c'est 160 km EPA, mais on peut faire avec l'entièreté de la batterie, je rappelle, l'entièreté de la batterie, puis il va vous rester peut-être 6-7 km, bien, vous pouvez faire 130 km. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, on s'entend, mais c'était un peu logique. Mais bon, fait que là, ce que je vais aller faire, on est là, ça dit qu'on est là pour 1 heure. Encore une fois, ça vient me chercher, là. Mazda dit soit 10 80 en 40 minutes ou 20 en 40, ou 20 80 en 40 minutes. Je suis plus sûr à 100 il va falloir que je regarde ma documentation. Je vais clairement avoir le temps, mais là, ce que je vais aller faire, ça va être café, déjeuner, toute la patente, là, parce que là, on est là pour un bout. Et je suis allé voir sur la borne. Regardez, je vais vous le montrer, la demande. Ah ouais, cette nouvelle caméra-là, c'est beaucoup mieux. Voyez-vous? On tire 121 ampères, là, mais on tire quasiment tout ce que le véhicule peut aller chercher, là. Puis en réalité, les gens me demandent « Hey Alexandre, sur une borne 50 kW, pourquoi je ne peux pas aller chercher le 50 au complet? » Bien, ça y va au voltage en réalité. Le voltage de la batterie, regardez, là, est vraiment bas. Si on avait commencé avec un voltage de batterie de 400, 420, bien, on serait beaucoup plus proche de 50 kW. C'est toujours une histoire de voltage. C'est la même chose sur les bornes de 100 kW. Ça dit 100 kW, mais c'est 100 kW à 500 volts fois l'ampérage. C'est 200 ampères fois 500. Fait que vous n'allez jamais aller chercher le 100 théorique en réalité. C'est juste la puissance disponible par la borne. Bon, après 25 minutes, on est à 66 donc 25 minutes, 5 66 c'est moins pire que je pensais. Là, on va faire un petit tour du propriétaire, hein, du Mazda MX-30. Hein?
Parce que là, cette fin de semaine, ça va être le seul vidéo qu'on va faire avec le véhicule. J'ai moins de temps qu'à l'habitude, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime quand même là, la bouille là, des Mazda. Là. Puis évidemment, ça, c'est la même couleur que la Miata qu'on a essayé l'été dernier, la Miata que j'ai adoré essayer. Ben moi, ma conjointe, elle déteste cette couleur-là, moi, je l'adore. Fait que, regardez, hein, ça, c'est pour vous, hein, mais un genre de vert, kaki, brun militaire, là, ça, c'est dans mon genre. Allons voir l'intérieur. Évidemment, le Mazda MX-30 porte suicide. Donc, un peu comme un Saturn SC1 99, qui était ma première voiture, d'ailleurs. C'est de ça que ça a l'air là, quand on rouvre la porte. Évidemment, espace pour les jambes à l'arrière, ça va être assez limité. Là. Je peux aller m'asseoir pour vous. Ouais, très, très limité. Oh, j'avais pas remarqué ça. On a un bouton pour sortir. Très ingénieux. On l'a seulement du côté conducteur. Très bien, OK. Mais à l'arrière, c'est ça que ça a l'air. Les bancs se rabattent, il n'y a pas de problème à plat. La porte suicide, très beau choix de tissu de la part de Mazda. C'est tout du stock recyclé, là, mais j'aime bien. C'était une belle façon de faire des intérieurs de véhicules. Puis regardez, la fermeture est vraiment convaincante. Fait que, la qualité est là, quand même. Là. Si Mazda, c'est des véhicules de qualité. Regardez les garnitures dans la porte. Une genre de faux cuir avec une couture. Bouton. Excellent système de son, d'ailleurs, je tenais à le dire. Là, très clair, très défini, très bon. Sinon, là, on va prendre place. On va mettre la position 1. OK. Donc, intérieur du Mazda 3, évidemment, volant Mazda habituel, comme on est habitué. Combiné d'instruments, comme je dis, comme on est habitué. Regardez la batterie, la température elle a augmenté. Là, on a commencé ici tantôt. C'est bien ça. Puis on charge encore là, à pleine vitesse, pleine capacité. Système d'infodivertissement Mazda, c'est exactement comme toutes les autres Mazda. Donc en réalité, il n'y a rien à dire ici. Ce qui est particulier dans les MX-30, c'est la climatisation, qui est un écran tactile avec 6 boutons. On appuie ici, le thermopompe démarre. Évidemment, système de climatisation thermopompe, automatique, 20, éco, c'est super simple à utiliser. Si vous ne voulez pas rouler en mode automatique, vous pouvez changer les positions, vous cliquez ici. Moi, je le sens en automatique. Il y a des petits paramètres ici, mais rien de bien important, là. Mais ça reste convivial. Sélecteur de vitesse comme le CX-90. Puis ici, c'est comme toutes les Mazda, ça ne change pas. Particularité du Mazda MX-30, l'utilisation de liège. Ça, c'est pour rappeler que Mazda a commencé dans les années 40, même avant ça. Lorsque la compagnie Mazda a commencé avant qu'ils fassent des véhicules, bien, ils faisaient des bouchons de liège pour les bouteilles. Bien là, Mazda a utilisé du liège ici, là, un peu partout dans le véhicule. Et même là, dans le compartiment, là, le petit compartiment de rangement ici, vous voyez là, un autre téléphone, là, puis un de mes micros en train de recharger. Mais j'aime bien la touche, c'est très bien. Puis là, ici, vous avez juste la petite console centrale. Puis ce qui est drôle, c'est que vous pouvez faire ça comme ça. Là, ça fait une console centrale fermée. C'est un peu, je sais pas, c'est comique. Mais c'est beau comme ça. Siège, on est en tissu, malgré qu'on est dans le modèle le plus équipé. Mais très beau siège, mais comme je vous dis, là, ici, là, très dur, très mince. Là. Selon moi, je vous dirais, Mazda MX-30, très bien l'intérieur. Le gros défaut que je vois ici, c'est que personnellement, il manque 10 kWh dans la batterie. Puis là, je regarde, on va arrêter dans 10 minutes de charger. Fait qu'on va peut-être l'avoir fait en 40 minutes. Très intéressant. Fait que dans le fond, c'est peut-être juste pas fiable, l'indicateur ici. Très bien. OK, je suis content. Je suis vraiment content, je ne l'avais pas remarqué. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. On va aller voir le coffre. Ça, j'adore ça. Cette touche-là ici, là, Mazda, là, chromée, là, j'aime bien. Évidemment, haillon manuel. Puis là, ici, là, j'ai tout mon équipement. La borne de niveau 2, niveau 1 est là. Qu'est-ce qu'il y a sous le plancher? Est-ce qu'on a un pneu de secours? Allons voir. Non, pas de pneu de secours. Hein? On a juste l'amplificateur, kit de gonflage. Petit coffre, mais là, si vous baissez la deuxième rangée, là, vous pouvez rentrer un vélo probablement là, en enlevant la roue, mais bon, c'est pas si mal. On s'entend, c'est un véhicule. Quand on regarde son gabarit, c'est un petit véhicule. C'est pas très, très gros. C'est tout petit, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que la conduite du MX-30, lorsqu'on prend des sorties d'autoroute ou lorsqu'on veut s'amuser un peu, c'est vraiment impressionnant. Ça a une bonne tenue de route. La colonne de direction, dans le fond, le volant vous donne un excellent feedback de la route, vous sentez tout. Et en plus, l'intérieur est relativement silencieux, donc c'est vraiment une super belle expérience. En fait, c'est malheureux qu'il y a si peu d'autonomie dans le véhicule parce que ça serait le fun d'avoir peut-être 250, 260, même 300 km d'autonomie. Évidemment, là, c'est peut-être pas ce que Mazda va aller chercher, puis je pense que Mazda va
éventuellement amener la version hybride branchable avec un moteur rotatif du MX-30. C'est pas encore clair pour le marché de l'Amérique du Nord, mais on verra. Mais ce que je trouve, à la fin, là, si je peux donner une piste d'amélioration à Mazda, c'est laisser ça tel que c'est, puis ajouter 10 kWh dans la batterie. Passons de 35 à 45. 10 kWh, ça coûte à peu près, là, mis dans le pack, 1350 $ canadiens. Puis là, je dis, là, ça, c'est au coût là, manufacturier, là, mais trouvez 1350 $ là, dans le véhicule enlevé, là, puis mettez 10 kWh de batterie de plus. Je ne sais pas si ça fit. Il faudrait peut-être, hein? Puis avec 10 kWh de plus, là, on aurait une autonomie de 210 km. Puis on pourrait travailler aussi sur la recharge rapide. Disons, on dit c'est 35 minutes, 10-80. Là, le rayon d'action du véhicule autour d'une zone urbaine là, serait décuplé. Là. Puis je pense que ça serait beaucoup plus populaire au Québec, en Ontario, ce véhicule-là. Et ça, c'est mon opinion. On m'indique que la recharge est maintenant terminée. On est à 79 %, donc on va se mettre en route. Sur mon application de circuit électrique, la recharge 5 à 80 % a pris 33 minutes. Donc, c'est plus vite que ce que Mazda dit quand la batterie est assez chaude. À première vue, si votre véhicule est chaud en partant, votre première recharge rapide pourrait durer 33 minutes, hein, 35, 30 minutes, très bien. Mais comme vous avez pu voir, on était froid lorsqu'on a eu la première session, donc c'était moins vite. Hein, on charge des faibles vitesses, mais là, on a chargé là, au-delà de 40 kW tout le long. Ça a été merveilleux. Mais après avoir regardé mon itinéraire, j'ai 110 km à parcourir, j'avais 115 km d'autonomie. Oui, c'est précis, mais je vais mettre une marge de sécurité, fait que je monte ça là, 85, 86, 87 %, peut-être même 90, juste pour être sûr qu'on va arriver à 10 % aux 250 km là, de ce trajet. Là. À peu près, là, ça va être une autre borne flow, mais qui va être à Toronto là, directement, puis ça va être la fin de ce défi. Là, il est 8h23, donc ça fait 2h50 qu'on est parti, c'est ça? Ouais, dans 10 minutes, ça va faire 3 heures qu'on est parti. Il nous reste 110 km à parcourir, donc c'est pas si mal, c'est pas la fin du monde, mais évidemment, aujourd'hui, c'était une run de test, comme on dit en anglais. Là, on essayait ce défi pour voiture à plus courte autonomie. Je dois dire qu'après cette deuxième recharge rapide, je suis pas mal plus satisfait de la performance parce que honnêtement, je m'attendais à 1 heure de recharge rapide. Ça a pris 33 minutes. C'était bien. La recharge a coûté là, à peu près 11 $, puis là, celle-là va coûter peut-être 2-3 $. Là. Fait que mettez 15 $ pour montrer ça à 90 %. Puis on est déjà rendu à 84, donc ça va vite. La batterie chaude, là, ça roule. Hein? On revient aux règles de base, hein? Mais le problème, encore une fois, c'est la non-clarté des instructions pour le consommateur. Moi, je fais le test pour vous, et là, après ça, vous le savez. Mais si vous avez acheté un MX-30 et vous ne le saviez pas, là, ça doit être tellement être frustrant. Puis ça, c'est le message que je donne à tous les constructeurs. Soyez extrêmement transparents dans la façon que la batterie du véhicule fonctionne. Évidemment, il y a des gens qui sont super techniques comme moi, puis super techniques comme beaucoup d'entre vous à plus de millage. Puis il y en a qui ne sont pas techniques. Fait que là, il faut trouver l'équilibre entre le jargon technique puis la simplicité d'utilisation. Tu sais, comme personnellement, moi, je pense que Tesla, tranquillement pas vite, s'en va trop dans le... Il cache l'information derrière. Puis j'ai écouté récemment une revue du ID7 qu'on va essayer probablement en 2024. On va essayer. Là, Volkswagen m'a dit qu'ils ne savent pas quand le véhicule de presse va arriver, mais on va l'essayer. Hein, c'est déjà réglé. Comme le ID4 2024, ça a été réservé pour le mois de juin, donc on va l'essayer, le ID4 2024. Dans le nouveau logiciel Volkswagen, dans la ID7, il y a un menu d'optimisation de la charge. Ça vous affiche un peu comme la Mercedes EQE, la puissance de recharge rapide au moment X, le moment où vous consultez le menu. Il y a le bouton de préchauffage manuel, puis ça vous dit dans combien de temps la batterie va atteindre la température pour offrir la puissance maximale. Excellent, excellent. Un menu comme ça, que Hyundai maintenant a sans vraiment afficher le temps que ça va prendre à réchauffer et la puissance, ça devrait être obligatoire pour tous les véhicules, selon moi, parce que ça décuple la performance du véhicule la plupart du temps, parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas toujours la recharge rapide optimale. On est déjà à 87 %, ça va très vite, on va se mettre en route. On est maintenant sur notre départ pour ce dernier segment du défi 250 km avec le Mazda MX-30. Donc, on a chargé jusqu'à 90 %. Je pensais que 80 ça allait être correct, mais on a donné un 10 % de plus. Faire 5 %, 90 % là, au total dans l'application du circuit électrique, les deux sessions ensemble, ça l'a pris 40 minutes. Donc, 40 minutes, 5 %, 90 %, c'est mieux que ce que Mazda dit. Donc, c'est bien, je m'attendais. Ça veut dire que c'est juste l'indicateur de temps au départ qui n'est pas précis. Mais lorsque la batterie est bien chaude, tout se place.
dans le dernier 500 mètres du défi 250 km. Il est 9h22 du matin. Évidemment, là, je peux pas vous montrer l'heure parce que j'ai comme mes caméras, c'est pas arrangé pour ça. Puis l'heure, elle s'affiche juste dans l'écran central. Mais bon, 200 mètres, 100 mètres restants. Attention, attention, 250 km, 9h22. Yes! A Better Route Planner a dit que ça aurait été 4 heures qu'on a battu A Better Route Planner. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'à Better Route Planner, on peut s'y fier. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, ben, votre itinéraire va être beaucoup plus court. Dans le pire des cas, il va être un peu plus long, mais on peut définitivement se fier à A Better Route Planner. Même si aussi on ne paye même pas pour A Better Route Planner. Hein. J'ai utilisé la version gratuite, je suis allé sur mon ordinateur, j'ai fait l'itinéraire, j'ai pointé les bornes. C'était super simple. Donc, je vous invite à l'utiliser. C'est le logiciel que j'utilise souvent pour juste m'assurer que l'itinéraire que je fais dans ma tête fait du sens. Et nous voici maintenant à la fin de ce défi 250 km avec le Mazda MX-30. Écoutez, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse des défis plus courts avec les voitures plus faible autonomie parce que le cas d'utilisation est différent. Combien de temps ça a pris faire 250 km? Encore une fois, hein, dans le dernier segment, mon calcul mental est très mauvais. Vous pouvez rire de moi, c'est super correct. Je m'assume. Ça a pris 3h47 parce qu'on est parti à 5h35. Le 250 km a été atteint à 9h22. Donc, 3h47, pas de déduction. La chose super importante ici, c'est que le 40 minutes que Mazda dit pour recharger la batterie de 10 à 80 bien, en réalité, tantôt, on a fait 40 minutes, 5 90 Donc, ça veut dire que 10 80 c'est plutôt 33 minutes. Là, on va afficher notre petite charte avec une seule ligne. Mais dans le fond, notre vitesse moyenne est à 90 km/h sur tout le long du trajet. La vitesse moyenne, incluant la recharge, est beaucoup plus basse que ça. Mais comme je vous dis, là, je suis agréablement surpris de la performance, surtout qu'on a battu A Better Route Planner de presque 1 heure. Donc ça, c'est encourageant. Je suis bien content. Il faisait 5, 6, 7 degrés. Les vents étaient relativement légers. Mais bon, comme je vous dis, c'est beaucoup mieux que je pensais. On partait de l'idée, on a fait 250 km avec un véhicule qui a 161 km d'autonomie EPA. Donc, c'était un beau défi. C'était intéressant. Si vous voulez un Mazda MX-30, je vous le recommande, mais vous devez absolument être conscient du cas d'utilisation. Soyez très conscient du cas d'utilisation et soyez très conscient que l'hiver, vous allez au moins perdre 40 de votre autonomie lorsqu'il fait très froid. Mais si c'est un véhicule qui est branché à la maison, puis vous faites juste l'utiliser dans la région métropolitaine où vous habitez ou dans la ville que vous habitez, c'est parfait. Puis il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font pas ça. À la fin, je pense qu'il faut changer notre perception auprès de ces véhicules-là qui ont une faible autonomie. Moi, mon gros hic ici, c'est le prix. Parce que dans le fond, les véhicules électriques, les constructeurs nous le disent, la batterie, c'est le plus gros coût du véhicule. La batterie, c'est le plus gros coût du véhicule. Là, on a une batterie qui est en moyenne 50 plus petite que le véhicule électrique moyen, même plus de 50 plus petite que le véhicule électrique moyen. Puis on est à peu près au même prix que... Tu sais, on est à 45 000 autour de ça. J'ai les vrais prix qui vont s'afficher ici. On est un peu moins cher, mais pas tant moins cher. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un beau véhicule bien fini de qualité, mais pour qu'il soit populaire, il devrait être au moins un bon 5, 6, 7 000 moins cher pour que ça fasse du sens. Les gens se disent, OK, comme deuxième véhicule ou comme mon seul véhicule urbain, ça vaudrait la peine de me procurer ça. Mais par contre, la performance, hein, dans ses spécifications, est au rendez-vous et même un peu meilleure que ce que Mazda annonce. Donc, ouf, au moins. Puis l'indicateur de température de batterie, moi j'adore ça, c'est ma fonction préférée du MX-30. Au courant de l'année 2024, les opérations de plus de millage ontariennes à Toronto vont être relocalisées à Montréal. Oui, plus de millage va être 100% fait au Québec. Bien là, le défi 500 km et le défi 250 km vont probablement avoir des routes qui vont devenir fixes et permanentes le plus possible. Puis là, évidemment, là, on va pouvoir tout retester, là, tout le monde sur un pied d'égalité. Je n'ai pas encore d'idée sur quelle route qu'on va choisir. C'est probable que ce soit la route qu'on a utilisée pour le Volkswagen ID4, le Polestar 2. C'est dans les dernières vidéos, qui est, mettons, on part de l'ouest de l'île de Montréal, on va vers l'Ontario sur la 401, puis on revient, puis on finit à Brossard. C'est comme, selon moi, le test, c'est comme la route la plus simple et qui est le moins affectée par la circulation. Bon, problème, c'est que le réseau de recharge sur cette route-là est moyen, cher, puis il n'y a pas beaucoup de circuits électriques. Le circuit électrique, je trouve que c'est un bon réseau robuste. Fait que c'est encore dans ma tête à considérer. Peut-être même que je ferai une consultation publique là-dessus. Restez aux aguets, là, ça se peut que ça s'en vienne. Mais bon, c'est ça la petite histoire. Donc, Mazda MX-30, c'est pas la fin du monde, c'est même très le fun.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, ben, laissez-nous un petit like, évidemment. Laissez un commentaire, hein, on peut répondre à vos questions. C'est un véhicule quand même assez simple, il n'y a pas grand-chose à savoir. Et aussi, pensez à vous abonner si ça vous intéressait. On se laisse là-dessus.